Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Nous sommes avec Idriss Aberkane, que vous connaissez bien sur notre antenne, auteur de Le Triomphe de votre intelligence, pourquoi les humains ne seront jamais remplacés par des machines, aux éditions Robert Laffont. Bonjour Idriss Aberkane. Bonjour. Alors, on va juste perdre quelques minutes avant les informations. Ensuite, on aura 1 heure pour en parler longuement. C'est un livre important. C'est un livre de fond. Et c'est un livre qui s'adresse effectivement à tous. Alors, Le Triomphe de votre intelligence, aux éditions Robert Laffont. Vous avez déjà écrit Libérer votre cerveau, Idriss Aberkane, et vous ajoutez pourquoi vous ne serez jamais remplacé par des machines. Et c'est vrai qu'on se pose la question, en même temps qu'on se pose la vraie question, c'est que l'intelligence, oui, mais pourquoi faire quand on voit un certain nombre d'agissements en ce moment qui nous occupent. Idriss Aberkane. Oui, vous avez posé les bonnes questions d'un point de vue éditorial. À quoi sert l'intelligence ? Pourquoi on va l'utiliser ? Et puis, est-ce que l'humain va avoir envie de ressembler à ces robots ? Puisque les robots vont devenir omniprésents. Ils commencent doucement avec les Roomba, etc., les robots nettoyeurs et tout ce que vous voulez. Elon Musk, le patron de Tesla, a annoncé un vrai grand robot humanoïde qui fera 1m60, 1m70. Et il l'a annoncé pour dans quelques années. Il dit voilà, on va pouvoir avoir ça chez nous. Donc, à partir de là, qu'est-ce que l'intelligence ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et surtout, la grande question que je pose dans ce livre, l'humanité va avoir un choix. On est à une croisée de chemin. Soit l'humain va vouloir ressembler à ces robots. Et on le voit, on dit souvent aux gens, tu es tellement intelligent, ton cerveau c'est un ordinateur. Maintenant, faut surtout pas dire ça. En fait, le cerveau c'est bien plus qu'un ordinateur. Mais soit l'humain va vouloir ressembler à ces machines, comme Charlie Chaplin dans les temps modernes, faire les mêmes gestes, mais ça sera intellectuel, donc on le verra un peu moins. Soit l'humain va décider justement de s'éloigner de la machine, de laisser à la machine ce dans quoi elle est bonne. Ce pourquoi elle doit exercer, oui. Exactement. Et l'humain, du coup, pourrait être amené, c'est ça l'opportunité que je présente dans cet essai, pourrait être amené à être plus humain par l'introduction de l'intelligence artificielle générale. C'est dans ça que c'est intéressant, parce que il y a eu énormément de polémiques et depuis des années sur l'intelligence qui va remplacer l'homme, l'intelligence artificielle qui va remplacer l'homme. Vous montrez que l'une peut aider l'autre et que l'homme aura le dernier mot. C'est le cas de le dire. Enfin, en tout cas, on l'espère. On en reparle tout de suite avec Idriss Aberkane après les informations. Et si vous voulez poser vos questions, vous appelez le 0826 300 300 et vous n'aurez pas affaire à un robot, mais à notre cher Emmanuel. À tout de suite. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le triomphe de votre intelligence, pourquoi vous ne serez jamais remplacé par des machines, écrit Idriss Aberkane dans son récent livre paru chez Robert Laffont. En êtes-vous si sûr, Idriss Aberkane, qu'on ne sera jamais remplacé par des machines ? Parce que c'est vraiment effectivement au cœur d'une discussion qu'on a depuis des décennies. Oui, l'homme, alors ça a commencé par les auteurs de science-fiction, on ne va pas tous les citer, vous les connaissez au moins aussi bien que moi et que nous. Mais effectivement, jusqu'où on peut aller, où mettre le curseur. Et vous, la thèse de votre livre qui est passionnante, vous dites attention, au contraire, l'intelligence artificielle ou la robotisation peut aider l'homme à aller encore plus loin et pas le contraire. Oui. Expliquez-nous. Oui, il y a un côté vœu pieux dans le sous-titre de mon livre. Donc pourquoi vous ne serez jamais remplacé par des machines ? C'est ce que j'argumente. Je prédis pas l'avenir. Je ne suis pas décideur politique. C'est votre conviction, enfin votre envie. Oui, je montre comment. En réalité, c'est plutôt comment que j'aurais dû mettre, mais je préférais poser la question pourquoi. Voilà, l'idée est simple. On a des penseurs et des entrepreneurs qui peuvent être extrêmement brillants. Je pense à Elon Musk notamment, dont on connaît le soutien qu'il a apporté aux truckers canadiens, etc. C'est quelqu'un qui a tout mon respect. Mais par ailleurs, Elon Musk est entouré de gens qui lui disent « la machine va nous battre ». Et Elon Musk, qui s'y connaît en intelligence artificielle, il a les meilleurs algorithmes de conduite automatique au monde. Ces voitures, là, les Tesla, ont les meilleurs algorithmes de conduite. Donc, il est très renseigné en IA, et les gens autour de lui lui disent « c'est plié ». La machine va dépasser l'homme, donc seule solution possible, mettre une puce dans la tête des gens physiquement. C'est le projet Neuralink qui a commencé dans pour l'idée... faire quoi alors? Mettre une puce, pourquoi? Alors pourquoi, au départ pour pouvoir faire marcher des tétraplégiques ou autres, et c'est très louable comme projet d'ailleurs. Elon Musk, fondamentalement, c'est le meilleur maître d'œuvre au monde. Il arrive à faire des choses à des équipes que d'autres gérants n'arriveraient pas à faire, comme reposer des fusées par exemple, etc. Mais en même temps, l'idée derrière, il le dit, voilà, c'est qu'on puisse envoyer un message par la pensée avec notre téléphone. Ok, d'accord, mais là c'est plus un problème de santé, ce n'est plus un problème de médecine.
médecine. C'est pas, on a quelqu'un qui avait un problème, un trauma, un handicap. Là, vous demandez de mettre une puce dans la tête des gens pour tout le monde. Donc, il y a d'un côté des gens qui disent il faut mettre une puce dans la tête des gens, soit parce qu'ils sont pessimistes et qu'ils pensent que la machine va gagner, soit parce qu'ils sont techno-optimistes et qu'ils pensent qu'il faut que l'homme se fusionne avec la machine. Donc là, c'est la vague des transhumanistes, etc. Vous avez la Singularity University aux États-Unis qui est en pointe là-dessus. Et vous avez des gens qui disent il faut qu'on devienne des cyborgs, donc organismes cybernétiques. Des hommes-machines, quoi. C'est ça, exactement, des hommes-machines. Ouais. Et effectivement, comme vous l'avez dit, les auteurs de science-fiction avaient parfaitement anticipé ça. Que ce soit Philippe K. Dick, et que ce soit même dans le cinéma Kubrick, quand il a mis ça en image, en particulier sur l'IA. 2001, Odyssée de l'espace. Exactement, 2001, Odyssée de l'espace, où en plus Kubrick avait anticipé dans 2001 l'Odyssée de l'espace. On va pas divulgacher, comme disent nos amis québécois, mais il avait anticipé, Kubrick, même que l'IA ait un ego. Parce qu'il y a l'IA dans 2001 l'Odyssée de l'espace, elle a un ego. Or, 2001 l'Odyssée de l'espace est sorti en quoi? 68, 68, voilà. Absolument. Donc, 68. Voilà. Et en 68, il avait déjà posé tous les enjeux de l'IA. Et d'ailleurs, on se rappelle que l'IA dans l'Odyssée de l'espace s'appelait HAL, H-A-L. C'était une référence à IBM, puisque si on recule IBM d'une lettre dans l'alphabet, voilà, le I devient un H, le B devient un A et le M devient un L. Et alors, justement, de ce point de vue-là, est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on va vers ça? Parce que derrière Elon Musk, est-ce qu'il y a... Parce qu'il y a aussi cette tentative de rationalisation, de numérisation du monde par les Davocrates, les Klaus Schwab, de tout acabit, ou les Bill Gates. Alors, sans rentrer dans la polémique du Great Reset, du grand réinitialisation, mais il y a quand même ça aussi. En disant, on va rationaliser, d'accord, les hommes ils font un peu n'importe quoi, on va peut-être, pour votre bien, rationaliser ça. Est-ce que ça entre dans ce processus Alors, selon moi, oui, et c'est ce que j'ai appelé dans mon premier ouvrage et que je reprends dans celui-ci, le neurofascisme. C'est-à-dire un courant de pensée qui pense que le cerveau n'a que 3 fonctions. Jouir, produire ou dominer. Pour les dominants, évidemment. Pour la petite élite des 0,1%, eux, ils auront le troisième choix qui est de dominer. On voyait déjà cette idée dans les années 80. Vous vous rappelez les Golden Boys, la cocaïne, work hard, play hard, le grand slogan. Wall Street. Voilà, Wall Street. Ouais. Et on le voit avec le loup de Wall Street. Soyez avide, be greedy. Voilà, soyez avide, mais c'est en journée. En journée, soyez affûtés comme un aigle sur les marchés. Et dès la nuit tombée, allez vous éclater en dépensant des fortunes, en vous arrosant de champagne et tout. Donc, work hard, play hard. Et l'économie américaine a fonctionné comme ça pendant très longtemps. Et donc ça limitait déjà le cerveau à 2 fonctions. Jouir ou produire. Et si le cerveau ne jouit pas ou ne produit pas, il sert à rien pour un neurofasciste. Et évidemment, il y a l'idée quand même qu'on a des dominants, donc il faut aussi que le cerveau puisse répondre à une injonction de domination, que ce soit une obéissance, que ce soit une soumission, l'autorité. Exactement. Normal. Dont on parlait donc ici même il y a quelques mois. Et c'est Zbigniew Brzezinski qui, dans les années 70, avait théorisé tout ça. Il avait appelé ça l'ère technétronique. C'était le terme qu'il avait utilisé. Il avait clairement dit, écoutez, voilà, les leviers de production grâce aux machines vont tellement augmenter. Il va falloir trouver des moyens d'occuper les gens. Parce que voilà, les gens, au bout d'un moment, ils vont s'éveiller politiquement, c'est dangereux. Donc il va falloir les occuper. Et il avait appelé ça le tititainment. Donc le tititainment, c'était le divertissement donné au sein. Titi en anglais, c'est le sein. Et donc c'est un peu la mamelle maternelle. C'est ça. Il y a un côté vraiment, mais c'est flippant. Enfin, il y a le côté dystopique. Maman, Big Brother, oui, c'est Big Mama en un sens. Mais on donne au sein à la population. Et donc il a théorisé tout ça dans cet ouvrage qui est très méconnu, que seulement quelques géopolitologues connaissent. L'ancien conseiller de Bush. Alors il a été de tout. Carter, officiellement, il a été de Carter, mais il est resté officieux chez les Bush, les deux, père-fils, et chez Obama aussi. Donc il est resté dans les cercles du pouvoir, Brzezinski, très longtemps. Et donc, cette intelligence artificielle dont on parle, rentrer dans ce plan-là, dans ce processus, oui. Quel serait son rôle? Alors, au départ, à l'époque où Brzezinski en parle, c'est l'époque où lui, il a des mémorandas qui lui tombent avec les centres de recherche militaires. Parce qu'en fait, de la même façon que l'informatique, l'intelligence artificielle, ses origines sont militaires. Comme Internet et compagnie. Exactement, comme Internet. Et d'ailleurs, c'est la même raison. Pour Internet et l'intelligence artificielle, c'est la même raison, c'est-à-dire c'est les frappes nucléaires. L'intelligence artificielle, au départ, elle est développée pour une seule grande question, c'est comment faire pour envoyer une bombe atomique tout seul. Si le président est mort, si on a décapité Washington, comment faire pour garantir une frappe nucléaire? Et évidemment,
rapidement, ça va donner l'idée qu'on va retrouver chez Kubrick, parce que Kubrick, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, avant, il avait fait Docteur Folamour, que évidemment maintenant moins de gens connaissent, mais qu'on vous recommande de regarder, parce que c'est un chef-d'œuvre, qui avait d'ailleurs un titre bien meilleur que ce dernier film là, Don't Look Up, qui a fait beaucoup parler de lui, mais qui était un remake de Docteur Folamour fondamentalement. Et beaucoup plus fort. Voilà, Docteur Folamour, beaucoup plus fort. Mais donc dans Docteur Folamour, vous avez cette idée déjà qu'une frappe nucléaire puisse être lancée par une machine, et c'était réel. C'était réel. Ça avait vraiment été posé comme question. Et Internet est né de ça aussi, puisque l'idée, c'était de distribuer le réseau pour que aucune frappe atomique ne puisse tout détruire, qu'on ne puisse pas avoir, voilà. Donc, ça naît de ça. Et rapidement, on se rend compte que dans le civil, quand même, ça pourrait faire des fortunes. Mais on n'a pas les capacités informatiques dans les années 80 pour une IA du niveau de Stanley Kubrick, qui vous parle, qui vous comprend, qui regarde votre rythme cardiaque. Or, ce que l'on voit dans l'IA de Kubrick, donc, dont on rappelle qu'elle est capable de diriger un vaisseau, de parler aux astronautes. Là, aujourd'hui, on n'est pas loin. On est 68, on est en 2022. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors, on n'a pas une IA qui a un ego encore que ça pourrait même se dire, est-ce qu'on aurait des IA qui ont un... Par exemple, je vous donne un exemple très simple, on a des IA qui s'engrainent sur les marchés financiers. Donc, on a des IA qui peuvent passer des ordres en bourse. C'est les algorithmes de trading. Déjà, aujourd'hui. Oui, et en plus, elles les passent très vite. Donc, ils ont un effet de levier, pas seulement en termes financiers, mais en termes temporels. Mais capable de raisonner sur les montées, les descentes, etc. Tout à fait. Et même de prévoir plusieurs coups à l'avance, comme aux échecs. C'est-à-dire, que vont faire les marchés si je fais ça? Que vont faire... Et même maintenant, si c'est une autre IA en face, parce que c'est la guerre des IA. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu deux intelligences artificielles qui se sont engrainées sur les marchés financiers, qui ont fait exploser les cours des matières premières agricoles. Donc, nourriture. Elles ont affamé des pays. Et il a fallu les débrancher physiquement. Parce qu'elles partaient en vrille, on n'arrivait plus à les reprogrammer. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça de l'ego? Parce qu'elles s'engrainent encore. Tu me relances, bah très bien, je te relance aussi. C'est un comportement presque humain, d'ego au poker. Et ça existe déjà. Mais pas d'autocorrection de leur part. Contrairement à l'humain. Si, mais elles étaient convaincues qu'elles s'autocorrigeaient. C'est ça le truc. Elles étaient convaincues qu'elles apprenaient comme Hal dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et est-ce que c'est déjà valable dans d'autres domaines que la finance et les oui, parce que alors tout le sujet de mon essai, c'est de dire, en fait, écoutez, il y a eu l'irrigation dans l'Antiquité, l'âge de bronze. Ensuite, à l'âge du fer, on a eu de l'irrigation un cran au-dessus. On a eu des moulins à eau, pas que les norias des Égyptiens, on a eu les aqueducs. Les Romains, ils avaient tellement d'eau qu'ils pouvaient faire des batailles navales en plein Rome. Ils pouvaient remplir le Colisée d'eau et faire des naumachis. Et puis ensuite, on a eu donc bien plus tard le charbon, la machine à vapeur, le gaz courant. Donc on a eu l'eau courante, le gaz courant et le courant électrique. Courant parce que n'importe où, il y a une prise. Et donc, l'idée du bouquin, c'est de dire, on a l'intelligence courante aujourd'hui. On va l'avoir. Comme le gaz à tous les étages, comme l'eau chaude, on va avoir accès à alors ça va commencer par des majordomes typiquement, du genre réserve-moi un billet d'avion, on y est presque. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être choisis ma garde-robe demain, en t'informant sur Internet, va sur... Demain j'ai une réception, prépare-moi le costume, etc. Voire même achète-le. Envoie mes mesures, voire même négocie-le, on peut aller plus loin. Tout ce qu'un majordome peut faire, l'IA doit pouvoir le faire. Mais évidemment, à l'échelle industrielle, on va pas s'arrêter au majordome, on va aller au général. On va aller à l'agriculteur. Et en fait, effectivement, il y a plein de métiers qui pourront être soit substitués, certains le disent, soit amplifiés. Et c'est ça l'idée. Il y aura toujours un humain, mais il aura un peu comme une meute de chiens, une meute d'IA qui pourront amplifier. En fait, il sera un pilote avec des commandes partout. C'est ça. Exactement. Et il va régler ça, et ça s'applique. Mais alors, est-ce que c'est le triomphe du tertiaire, mais aussi bien l'industrie, etc. Ça sera partout. Eh ben, bonne question, parce que il y a beaucoup de gens qui avaient essayé de dire ça sera juste le triomphe du tertiaire. Puis qu'est-ce qu'on a vu avec l'automatisation, la fabrication en Chine? On a vu au contraire un retour parfois à la production primaire de grande qualité. Et c'était pas tant un triomphe du tertiaire qu'un triomphe, un retour du qualitatif sur le quantitatif. On le voit là, tous ces Instagrammeurs. Avec l'intelligence artificielle. Avec l'IA, ça va venir aussi, parce que vous avez des IA qui peuvent vous aider à faire un plan masse si vous êtes architecte, par exemple. Typiquement. Et je cite un exemple dans mon livre. Il y a un bâtiment à Londres qui s'appelle le Walkie Talkie, qui est assez emblématique. C'est un bâtiment célèbre de Londres. Et il avait un problème, ce bâtiment, c'est que il est bon. Vous savez, c'est un peu le problème quand vous concevez un produit pour impressionner vos collègues. Enfin, c'est connu. Regardez un défilé de mode, vous dites mais personne porte ça. Bah oui, c'est parce que c'est pas fait pour toi, c'est fait pour impressionner un collègue. Quand les architectes tombent dans ce piège de faire uniquement des bâtiments pour impressionner un collègue, ils peuvent faire des conneries. Et le Walkie Talkie, en l'occurrence, il avait une surface concave, ce qui fait qu'il a fait fondre des Porsche Cayenne. Donc il y a des heures de la journée où il envoyait comme ça, comme une loupe sur une fourmilière, et il a fait fondre des Porsche Cayenne. Bah ça, une IA aurait pu l'empêcher.
Elle aurait pu dire camarade, Attention. tu n'as pas anticipé cette possibilité-là. Ne fourdez pas, auditeurs de Sud Radio, restez avec nous, là je fais mon Augustin Morio. Et effectivement, c'est passionnant, on va continuer après cette petite pause. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, Idriss Aberkane, ce n'est pas, justement, votre livre, ce n'est pas l'intelligence humaine contre ou effectivement en danger par l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine doit utiliser l'intelligence artificielle, et vous avez employé cette image, comme un berger utilise les chiens de berger. Exactement. Donc dans l'essai, en fait, j'invente un terme, j'ai appelé ça Silicon Doggies, donc des chiens en silicium, et dire voilà. Après la vallée, les doggies. C'est ça, après la vallée, parce qu'en plus on voit que toute la vallée investit dans l'intelligence artificielle. Les plus gros financeurs de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les MAHA. Alors c'est les mots à la mode. Donc on dit plus les GAFAM parce que Google s'est rebaptisé Alphabet, parce que Facebook s'est rebaptisé Meta. Donc on dit MAHA maintenant, ça veut dire Microsoft, Amazon, Apple, Meta et Alphabet. Alphabet c'est Google et Meta c'est Facebook. Donc eux, ils investissent déjà à fond dans l'IA parce que ils ont plein de raisons. Apple, donc c'est le côté majordome. Donc le rêve d'Apple, c'est qu'on puisse dire à son téléphone, voilà, achète-moi un costard, négocie-le, soyons fous, voire mieux négocier. Le restaurant réserve le théâtre, réserve le restaurant, réserve ceci. Par exemple, imaginez, vous avez un rendez-vous, tiens, va regarder ce qu'aime la dame que je rencontre pour choisis toi-même le rendez-vous. Et on pourrait aller plus loin. On pourrait faire des IA qui vous seraient proposées par votre banque pour négocier votre salaire. Donc, votre banquier serait très content qu'il rentrera sur votre compte plutôt 5 000 € que 3 000. Il vous envoie une IA brevetée qui coûte très cher, qui est la meilleure négociatrice salariale en entretien d'embauche et qui va vous faire le CV, la lettre de motivation. Tout ça est possible. Bien sûr. Et c'est ça, en fait, les Silicon Doggies, c'est l'idée qu'on peut avoir une meute de petites IA qui sont capables de réaliser des services, effectivement, dans n'importe quel domaine. En agriculture, on le voit. Et pas seulement sur l'agriculture de masse, on le voit aussi sur l'agriculture haut de gamme. Par exemple, biologique, même enfin bio et compagnie. Oui, même en fait, on peut aller encore plus loin, même avec le modèle agricole abbatial, même avec les vins de Bourgogne, par exemple, où on sait que les clos, les climats, l'idée aussi d'avoir un clos qui est muré en Bourgogne, c'était que les murs gardaient la chaleur et que du coup, ça avait un impact effectivement sur la qualité de la vigne. Les IA sont capables de faire ça maintenant. Elles sont capables de vous dire, et même en immobilier, imaginez. Je vous donne un exemple très simple. L'application Waze, donc GPS. Oui, tout le monde a. Exactement. Eux, Waze, ils ont les informations de quelle voiture passe par quelle route, parce que il y a l'accéléromètre dans le téléphone, et avec l'accéléromètre, ils savent quelle voiture vous conduisez. Ils savent si c'est une 508, ils savent si c'est une BM, ils savent si c'est une Porsche. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent vous dire, dans cette rue-là, il y a plein de Porsche qui passent. Mais il n'y a pas de boutique Hermès. C'est peut-être le bon moment d'en mettre une. Et donc, ça vous donne des infos. Pour les entrepreneurs implantés là ou là. Des infos qui valent très cher. Des infos qui valent. Rappelez-vous, le scénario de Il était une fois dans l'Ouest, c'est quoi? C'est que le type, il a acheté un terrain avant que le train n'arrive. Et il a acheté le terrain parce qu'il y a de l'eau dessus. Donc il y a rien, il appelle son terrain la source fraîche, tout le monde se fout de sa gueule. Mais en fait, il y a de l'eau, et pour un train, évidemment, il faut de l'eau, surtout à l'époque. Donc, machine à vapeur oblige, et donc il achète ça. Ce genre d'infos, et pour ça que la finance investit. Oui, mais alors, justement, Idriss Aberkane, qu'est-ce qui va arrêter cela à ce moment-là? Effectivement, on peut arriver au stade où on dira, attendez, oui, je dis pas que les hommes ne doivent plus exister, que les humains ne doivent plus exister. Enfin, ils auront peut-être plus grand-chose à faire. Ou bien, vous dites, vous, justement, c'est votre thèse, non, on aura toujours les postes de commande, quelque part. Le premier exemple que je donne, c'est les débuts de l'IA, donc, où je montre, en fait, qu'à chaque fois qu'on a voulu automatiser la riposte nucléaire, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Donc, et c'est le président Carter, notamment, qui avait passé plusieurs directives, plusieurs ordres exécutifs, selon le terme américain, qui disait, il faut qu'il y ait un humain dans la boucle. Point. Et un exemple que je cite, c'est le fameux appel de 3h du matin en 77, où c'est Brzezinski justement qui répond. Donc il est à l'époque conseiller de la sécurité nationale de Carter. Et monsieur Brzezinski, monsieur le conseiller de la sécurité nationale, docteur Brzezinski. Et voilà, le président est introuvable, mais nous on a 200 missiles sur nos radars. Et puis en plus, alors là, faut placer toute la psychologie. Donc il y a un chapitre où je parle que de ça. Et je dis, vous savez, Brzezinski, il est profondément anti-russe. Son père a été torturé par les Russes, il les déteste, il est raciste anti-russe, il s'en cache pas. Et donc évidemment qu'il a envie de faire une riposte immédiate, mais il va quand même garder la tête froide, mine de rien. Et il va dire on attend. Et ce qui va s'avérer, alors ils avaient des gars avec des jumelles quelque part. Ils voyaient 200 000 sur les radars, mais pas sur les jumelles. Et c'est ça le truc, c'est que le bon vieux clampin qu'ils avaient mis en Alaska, là, dans sa cabane au Canada pour simplifier, et qui regardait avec ses jumelles,
il voyait pas les 200 entraînées de missiles. Donc il a dit il y a un problème. Ouais, et heureusement qu'il était là. Et ce qui s'est passé, ça a été sinon, déclassifié. ça aurait pu être le déclencheur. Ah oui, non mais c'est sûr. Et même Brzezinski en parle, mais plein d'autres analyses, Brent Scowcroft, etc. disent oui, là, on est passé à 2 doigts du tabassage nucléaire mondial. Et puis les Russes étaient sur les dents à l'époque. Donc ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait un humain dans la boucle. Et des cas comme ça, où le fait d'avoir un humain dans la boucle a sauvé la baraque, il y en a plein dans l'histoire. Donc j'en donne quelques-uns, j'en donne 3 dans mon livre. Donc vous, Idriss Aberkane, vous pensez, enfin vous êtes de ceux qui pensent que de toute façon, quelle que soit l'avancée, elle peut être fulgurante effectivement, comme le montre Elon Musk, comme tout ce qui se passe, il faudra toujours des humains, parce que le cerveau humain est quand même plus important que la plus grande intelligence artificielle. Comme le rappelle quelqu'un qui est intervenu chez vous, le sénateur Alain Houpert, en histoire, il faut se méfier des trous de mémoire. Les trous de mémoire nucléaires, là, faut éviter de les avoir, parce que les leçons que nous avons apprises, où nous sommes passés à 2 doigts de l'éradication de l'humanité, c'est par définition des leçons importantes. Or, elles nous disent toute la même chose. Si vous utilisez de l'intelligence artificielle, laissez un humain dans la boucle, toujours. C'est pas une option. Il faut toujours avoir un humain dans la boucle. Donc c'est pour ça aussi, le premier élément de mon argumentaire est de commencer à dire, il y a une première raison de ne jamais substituer l'humain, c'est celle-là. J'explique ensuite dans le livre qu'il y en a d'autres. Donc notamment en matière de productivité, l'identité de l'humain, pourquoi l'humain doit arrêter de ressembler à une machine. Après tout, les temps modernes de Charlie Chaplin, on voyait donc Charlot qui faisait les mêmes gestes. Ça a mis déjà, c'est un premier pas où l'humain essaie de ressembler à ses machines. Et l'humain fait toujours cette erreur, il essaie de ressembler à ses machines. Quand l'humain crée quelque chose, il essaie de ressembler à ses machines. Je dis, on voit bien que c'était une erreur du temps de Henry Ford, ce sera une erreur aussi du temps du Fordisme de l'IA, parce qu'on a déjà un Fordisme intellectuel en fait. Et vous dites très 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 joliment, moi je dirais à la fin, et ça c'est très 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 fort, je voudrais le lire avant de donner la parole à nos auditeurs et avec vous. Vous dites une chose formidable, c'est vrai, j'ai adoré ce truc, c'est pas trop long, c'est l'écologiste et grand sage Alan Savory, américain. Je crois qu'il est sud-africain, si je me trompe. Et il a dit ceci, je le dis pour les auditeurs, c'est vrai, ça nous concerne tous. Il dit, les gens parlent de science avec des involtures. C'est quoi la science? Des gens sortent d'université avec un master ou un doctorat, vous les emmenez sur le terrain, et littéralement, ils ne croiront en rien tant que cela n'a pas été revu par les pairs. Pairs, P-A-I-R-S, bien sûr. Alors il dit, c'est la seule chose qu'ils acceptent. Et vous leur dites, mais enfin, observons, pensons, discutons, on l'a vu avec le Covid. Ils ne font pas, ils ne savent que demander, c'est dans un papier, un comité de lecture ou pas. Rappelez, le Lancet et compagnie, c'est formidable, parce qu'en creux, c'est ça. Et vous dites ceci, Alan Savory, une conséquence imprévue de cela est que quand une nouvelle connaissance émerge, une nouvelle perspective scientifique, elle ne peut jamais être revue par les pairs, les collègues. Donc nous bloquons toute progression radicalement nouvelle en science. Si vous observez les grandes percées scientifiques dans l'histoire, elles ne proviennent jamais du centre de la profession, elles viennent de la marge. Le meilleur fabricant de chandelles du monde n'aurait jamais pu penser à l'électricité. Les révolutionnaires ne viennent pas de l'intérieur du système, ils viennent du dehors. Nous allons nous tuer par cette stupidité. Absolument. Et donc, vous, votre livre, c'est la marge rejoint la page, mais il faut que la marge reste la marge et la page la page. Oui, vous avez tout compris. Vraiment, ça fait plaisir de voir le travail éditorial qui a été fait là aussi, parce que Alan Savory, c'était effectivement une référence aussi au Covid, bien entendu, et qu'il dit, voilà, on est devenus des cerveaux pétrifiés, on pense que, est-ce que machin a publié, est-ce que Smith a publié, est-ce que John, et les révolutions sont tuées comme ça. Voilà, et... On se retrouve dans un instant avec nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Super. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons à l'extrême pointe du sud-ouest à Bayonne avec César qui nous appelle. Bonjour César. Oui, bonjour, oui, César. bonjour, vous m'entendez? Très bien, très bien. On vous écoute, César. Alors, super. Alors d'abord, bonjour Berkov et bravo pour votre émission. Merci. Et pareil pour Idriss, super ce que tu fais, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors moi, je m'appelle César, donc je suis à Bayonne. J'étudie la spiritualité depuis 10 ans. Une spiritualité, disons, libre, qui n'est pas forcément religieuse, mais qui épouse plein de courants religieux. Et en fait, moi, je me suis beaucoup intéressé à l'économie depuis 10 ans aussi, un peu à la politique. Et j'aime beaucoup Idriss parce qu'il a un point de vue en fait qui est très sur l'avancée technologique, tout ça. Mais moi j'ai plutôt ce point de vue un peu amoureux de l'alchimie ancienne en fait, je dirais. Et une des choses qui me plaît beaucoup et que je pense, c'est que dans le futur, je pense qu'il faudrait qu'on organise, étant donné que les choses sont en train d'aller de plus en plus vite, et on vit dans un monde un peu de plus
stressant. Il y a par exemple Klaus Schwab, que vous connaissez peut-être, sûrement même. Qui ça, pardon, on vous a mal entendu, là, ça a un peu bugué, là. Dites-moi, César. Je disais par exemple, vous avez le patron du forum du World Economic Klaus Forum. Schwab, oui, bien sûr. Klaus Schwab, voilà, qui a dit, dans le futur, il y a une phrase connue sur Internet, il dit dans le futur, ce ne sera pas les plus gros qui mangeront les plus petits, ce seront les plus rapides qui mangeront les plus lents. Ouais, c'est pas nouveau ça, hein. On l'a dit avant Klaus Schwab, mais enfin, allez-y, César. Très bien, mais si vous voulez, ce monde ultra rapide, comme ça, terrible, moi je pense notamment par exemple, je pense à ce monde-là, si vous voulez, ou ce monde, comme vous avez dit, interchangeable, et ben ça crée une ambiance un petit peu, je trouve, morose, et je pense que si on arrivait à créer vous savez, une sorte de coopération dans le monde, où on arrive des fois à faire du rétro-pédalage, à juste revenir à un monde plus cool, comme dans les années 60, où les voitures roulaient par exemple à 70 km/h, qu'on prenait le temps de vivre en fait, et qu'on ne va pas dans un monde complètement Vous dingue. avez la nostalgie de ce monde-là quand même, César, et c'est bien, c'est pas une... Voilà, mais en fait, je sais J'ai un commentaire là-dessus, ouais, je veux bien. Ce que je veux dire, c'est que un monde de paix, un monde serein, serait brillantissime si on prenait le temps. Moi, vous savez, je suis un amoureux de l'écologie, je prends le bus tout le temps, et j'ai eu le temps pour discuter avec les gens, j'ai le temps de vivre, et je pense qu'un monde ultra rapide, où on doit être toujours plus rapide, on va se faire bouffer par les robots, et on va vivre un monde infernal, et c'est prévu, Jacques Attali il en parle, il dit qu'on va détruire 70% d'emplois dans les 15 ans qui viennent, ça va être un enfer, et je pense que le top, c'est de savoir prévoir. Alors, plutôt que de subir l'enfer. Ok, César. Alors, ça m'évoque plein de choses. Ça m'évoque plein de choses. D'abord, à toute culture correspond une contre-culture. Il faut regarder à la culture productiviste des années 50 à Détroit. Vous vous rappelez de ces cadres automobiles qui s'habillaient tous pareil. Ça nous a jeté droit dans la culture hippie et dans la culture des années 60-70. Donc, à toute culture, il y a une contre-culture. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui comme tendance ? En Italie, vous avez le slow food. Donc, il y a un grand entrepreneur et agriculteur italien. J'ai oublié son nom de famille, mais il a inventé tout un mouvement qui s'appelle le slow food, qui cartonne. Alors vous avez plein de marques comme ça du Presidio slow food. Moi, vivant en Italie, je connais très très bien tout cela, et c'est devenu un art de vivre. Vous avez plein d'Italiens qui se réclament du slow food, et je vais même aller encore plus loin. Vous avez un maître soufi qui s'appelle Sheikh Khaled Bentounes, qui est le maître de la confrérie soufi Tariqa Alawiya, qui dit devant qui lui-même est une autorité en matière musulmane, il vous dit, mais vous savez ce qu'a fait cet Italien avec le slow food, c'est ça normalement la vraie définition du halal selon lui. Il dit voilà, normalement le vrai halal c'est ce que cet entrepreneur italien qui n'est évidemment pas musulman, qui est catholique, fait avec le slow food. Il a tout compris. Prenez le temps de la maturation, etc. Exactement, le rapport à la terre et tout. Mais on le voit aussi, par exemple, dans les tendances, c'est que là on va dézoomer. La société Procter & Gamble, par exemple, s'inquiète du fait que les millennials, je sais plus comment on dit, la génération machin, là, les millennials n'achètent plus ne consomment pas la lessive comme dans les années 80. Bon, tu m'étonnes, tout le monde sait que les habitudes de consommation ont changé. Donc Procter & Gamble se dit mince, ils consomment pas comme on avait prévu qu'ils consommeraient. Ils consomment moins, on voit un retour au minimalisme. Et le dernier point qui va répondre aussi à César, c'est qu'en fait on voit aujourd'hui une lutte contre l'obsolescence programmée. Donc on voit de plus en plus de marques qui se vantent de dire nous on fait plus de cycles, ça va durer 6 mois ou 2 ans, ça durerait plus, etc. Exactement, nos vêtements dureront plus longtemps, nos voitures rouleront plus longtemps, nos ordinateurs rouleront plus longtemps. Donc voilà, à chaque culture arrive une contre-culture. On a eu une culture de l'obsolescence programmée et aujourd'hui on voit une vraie contre-culture de anti-obsolescence programmée, par exemple, qui va dans le sens de ce que César a décrit. En fait, vous voyez, César, on va rendre à César ce qui lui appartient, mais de toute façon, effectivement, je crois que c'est toujours des mouvements et des contre-mouvements. Alors, vous avez raison sur le fond, il faut arrêter de se précipiter, c'est le cas de le dire, mais voilà, c'est le balancier qui bouge. Et nous sommes maintenant avec Safia qui nous appelle de la Courneuve. Bonjour Safia. Oui, bonjour Safia. Bonjour à vous tous sur le plateau. Et donc, par rapport à ce qui touche à effectivement cet univers et ces écosystèmes de la digitalisation, du numérique, moi personnellement, je suis très en phase. J'écoute encore les propositions des candidats. Et à un moment, il y avait Cédric O, qui était dans la propulsion en disant qu'il a envoyé une boule mais terriblement explosive contre lui-même parce qu'il disait on connaît la hiérarchisation, le degré de compétition, excusez-moi, à l'extrême de l'univers. Et hier,
Sigmund Freud disait qu'il y a la base de la pyramide et puis il y a le haut de la pyramide. Et systématiquement, moi, dans cette synchronisation d'écoute, je disais, mais attends, celui-là, il est encore dans une logique de perpétuer une guerre systématique vers l'accélération, vers toujours une guerre de compétition et tout ce qui s'ensuit. Et je me disais, bon, moi, je suis mon idole, là, je vais me tourner vers Idriss, que j'apprécie beaucoup du reste. Merci. Oui, je vais aller au bout de ma pensée. De mon apport au débat du jour, hein, bien sûr, c'est par rapport à la puissance du mystère sacré de l'homme. Il y a une inviolabilité de l'état d'être. Ne serait-ce que dans la conscience, ne serait-ce que dans l'âme et dans tous ces états. Moi, si je vais écouter Berkoff, je vais écouter toute la... Juste par rapport à des ondes, hein, on va être sur la même longueur d'onde, il va y avoir une synchronicité, je vais voir son degré d'état d'amour, de ressenti, je ne vais pas écouter que le journaliste. Oui, vous comprenez, oui, vous parlez du holisme, de la totalité, effectivement, de l'humain. C'est holistique, oui, c'est ça. C'est holistique. Oui, et après, je voulais savoir pour Idriss s'il avait jeté un œil et qu'il avait analysé le bouquin de Jean-Marc Lemestre sur guérir la vieillesse. En gros, on est toujours dans la logique de l'immortalité et tout ce qu'on est en train d'investir dessus. Et quel était son pronostic par rapport à ça? Après, je vais laisser les autres auditeurs. Attendez, Safia, on a énormément d'auditeurs, donc c'est déjà, je voudrais qu'Idriss réponde à ça. Et merci de votre intervention, Idriss. Alors, pour le bouquin, malheureusement, je ne l'ai pas lu, mais le commentaire de Safia me fait évidemment réagir. Dans mon essai, voilà, je dis on avait l'habeas corpus, donc légalement, on ne pouvait pas incarcérer quelqu'un sans être passé devant un juge. C'est un énorme progrès juridique. Habeas corpus, ton corps t'appartient. Tu ne peux pas être incarcéré sans être passé devant un juge. D'ailleurs, on a vu pendant toute la crise, notamment au Canada et ailleurs, que l'habeas corpus avait été violé à plusieurs reprises. On a le très courageux juge portugais Luís Fonseca y Castro qui lui avait bien démontré que l'habeas corpus avait été violé. Ce que je rajoute dans le bouquin, c'est de dire qu'il faudrait qu'on ait aussi un habeas anima, dire ton esprit t'appartient. Alors c'est considéré en France comme la base de la démocratie dans les textes, on voit bien que c'est plus le cas maintenant, mais dans les textes, le pluralisme est considéré, ça date des années 80. Liberté d'expression, liberté d'opinion, etc. Mais vraiment, pluralisme, au-delà de dire, c'est pas seulement, parce que oui, ça devrait être la base, que chacun ait le droit de s'exprimer librement, mais là c'est vraiment le pluralisme, que les médias ne disent pas tous la même chose. Or, avec l'IA, et avec la perspective d'avoir une puce dans la tête, qui est donc promue par même des personnes que je respecte comme Elon Musk, mais j'insiste, Elon Musk, il le promeut pas, comme dogme. Il le promeut parce qu'il est pessimiste. D'autres le promeuvent comme dogme. Tout à fait. Il y en a qui le disent, oui, c'est l'avenir de l'humanité. Je pense à Harari par exemple ou d'autres, et à la Singularity University. Eh bien là, on devrait passer un ensemble de lois. Il faut des essais, il faut des philosophes qui, comme les Lumières en fait, qui posent de nouveaux principes juridiques qui disent effectivement l'esprit d'un homme est inviolable et donc on ne peut pas le forcer à penser d'une certaine façon par l'implantation d'une puce. On ne peut pas le forcer à acquiescer à la majorité ou à acquiescer à tel ou tel point de vue. L'esprit d'un homme est sacré et inviolable. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait effectivement réaffirmer. Mais je veux dire, et vous l'avez dit ici même dans cette émission Idriss Aberkane, qu'on parlait d'attention, il y a la malbouffe, mais il y a la malbouffe intellectuelle et mentale, il y a les toxines. Les toxines, c'est pas seulement sur le corps, vous l'avez dit, c'est aussi les toxines dans le cerveau. Absolument. Et attention à ça. Et donc que les implants ne deviennent pas des toxines. Les implants, ce serait, vous savez, on oublie que dans les années 50, il y avait eu une tendance, quelques universitaires s'étaient dit, ça serait bien de nourrir tout le monde par intraveineuse. Oui, parce que évidemment, il y aurait plus d'obésité, plus de diabète, oui, d'accord, mais la gastronomie disparaît, mais plein de trucs. Bon, le goût. Le goût, parce qu'après tout, le repas, c'est aussi un enjeu social, culturel. Le repas gastronomique des Français, c'est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais tout ça, ils étaient prêts à le jeter. Heureusement, ça s'est pas fait. Mais le problème, c'est qu'après l'intraveineuse, il y a l'intranerveuse et que ça se discute en ce moment. Absolument. Et on se retrouve dans un instant. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 jusqu'à 14h. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes avec Sandra qui nous appelle du département où l'on veut déboulonner Saint-Michel. Ceux qui écoutent l'émission depuis ce midi comprendront. Donc depuis la Vendée. Bonjour Sandra.
Oui, bonjour, Bonjour. Sandra. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Abercam. D'abord, je vous remercie Monsieur Berkoff pour vos émissions, c'est un vrai plaisir. Vous nourrissez notre réflexion critique et ça fait du bien compte tenu de ce qu'on voit ailleurs sur d'autres médias. Merci. Je voulais avoir l'avis de Monsieur Abercam, enfin son avis, sa vision sur le métaverse que Monsieur Zuckerberg tente de lancer et ce qu'il en pensait, l'objectif qui était caché derrière ça, les investissements et voilà. Alors, et réexpliquer juste, Idriss, que ce qu'est le métaverse. Donc le métaverse, c'est le projet de réalité virtuelle de Facebook. D'ailleurs, Facebook s'est rebaptisé Meta. Donc voilà, comme Google s'est rebaptisé Alphabet, Facebook s'est rebaptisé Meta. Et c'est un enjeu, alors un peu la jeunesse du truc. D'abord, Zuckerberg, donc le patron de Facebook, Meta, avait vu ce film, là, Ready Player One de Spielberg, et ça l'a énormément influencé. Il s'est dit, c'est ça que je veux faire. Alors Zuckerberg avait acheté aussi un casque de réalité virtuelle. Il faut savoir un truc, c'est que économiquement, pour les gens comme Google, etc., il y a 3 choses qu'il faut contrôler pour être vraiment sur le podium en informatique. Il faut contrôler en premier l'appareil. Celui qui fabrique un appareil, c'est lui qui va être le plus riche dans ces industries-là. Donc Apple, ils sont colossalement riches, c'est la boîte la plus riche du monde parce qu'ils contrôlent l'appareil. Ensuite, après l'appareil, vous avez le système d'exploitation, donc genre Windows, Mac OS X, etc. Et après, vous avez le navigateur. Si vous contrôlez les 3, vous êtes très très riche, et Apple est très très riche parce qu'il contrôle les 3. Il contrôle l'appareil, il contrôle le système d'exploitation, il contrôle le navigateur. Google ne contrôle que le navigateur, Chrome, et puis ils font quelques appareils, mais ils gagnent pas d'argent dessus. Ils le font que pour contrôler. Ils gagnent pas mal d'argent déjà sur le navigateur. Absolument, ils gagnent pas mal d'argent sur le navigateur et le moteur de recherche. Eh ben, Facebook s'est dit, on est où nous ? On contrôle pas l'appareil. On contrôle pas le navigateur, on contrôle pas le système d'exploitation. Eh ben, on va contrôler les 3, mais on va contrôler les 3 dans le monde de demain qui est la réalité virtuelle. Donc Facebook a acheté un casque qui s'appelle Oculus, qu'ils ont acheté il y a longtemps, il y a 10 ans au moins. Ouais. Et ce casque, ils l'ont lentement mis au niveau de. Alors, moi, je crois pas trop que le projet Meta va triompher sur le long terme, parce que en général, ce genre de nouvelle génération technologique ne vient pas des leaders. Vous en parliez quand vous citiez donc Monsieur Savary, le professeur Savary, les innovations ne viennent pas du cœur de l'industrie, mais de la marge. C'est pareil, par exemple, IBM n'a pas vu venir Microsoft. Microsoft n'a pas vu venir Google. Google n'a pas vu venir Facebook. Donc ils les récupèrent pas, à votre avis? En général, ils voient pas la nouvelle tendance. Microsoft n'a pas vu venir les réseaux sociaux. Ils récupèrent les applis, les WhatsApp, les Instagram. Alors ça, ils l'ont racheté. C'est-à-dire que Facebook a racheté WhatsApp, Facebook a racheté Instagram. D'ailleurs, en d'autres temps, ça aurait été interdit, pour la petite histoire. Hein. Et c'est à 2 doigts, là, la raison pour laquelle on a laissé Facebook racheter WhatsApp, c'est parce qu'il y a la concurrence internationale. Mais si ça s'était fait dans les années 90, on aurait interdit, les commissions antitrust auraient interdit à Facebook de racheter WhatsApp. Donc, je pense que ce métaverse peut être très dangereux parce que c'est vrai, ça donnerait un contrôle à une société qui est connue pour ses pratiques dangereuses, catastrophiques et voire pénalement répréhensibles comme Facebook, enfin Meta. Donc, et c'est pas pour rien qu'ils changent de nom. C'est pas que pour dire Meta. Alors, il y a aussi le fait qu'ils perdaient des utilisateurs. C'est vrai que Facebook se sont effondrés en bourse. Ils ont perdu 20% parce que pour la première fois dans leur histoire, leur nombre d'utilisateurs décroît. Et ça, évidemment, tous les spéculateurs se sont dit, ça veut dire que le réseau se ringardiserait en quelque sorte. Et donc Facebook en est parfaitement conscient. Donc c'est pour ça qu'ils font ce métaverse. Mais moi-même, je n'investirais pas dans Facebook. Vous êtes sceptique là-dessus? Oui, vraiment. Je ne recommanderais pas d'acheter de l'action Facebook. Oui, puis vous pouvez toujours nous regarder sur Facebook Live. Et nous sommes avec Jamel qui nous appelle de Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Jamel. Oui, Jamel, bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff, c'est un immense plaisir et merci à vous pour ce que vous faites. Merci Idriss Aberkan pour le travail formidable et minutieux que vous faites. Vous ne dites pas n'importe quoi, vous mesurez ce que vous dites et c'est très important. Ma question est un peu plus large que l'IA. À savoir qu'aujourd'hui, plus personne n'en doute, le débat est complètement confisqué, pas d'hier, pas que depuis la présidence à venir, mais il y a une doxa contre laquelle on ne peut rien et il n'y a plus ces débats. Et en fait, je me demande si ce prêt-à-penser un petit peu qu'on pourrait comparer au prêt-à-porter ne correspond pas d'une part à une volonté de certaines élites, et je ne vais pas m'étaler, d'installer ce prêt-à-penser, mais aussi à une demande, un besoin des gens qui ont besoin à la fois d'une ignorance
et d'une pensée simpliste et facile à digérer. Parce que on peut constater autour de nous, en tout cas moi je le constate, excusez-moi, que certaines personnes ont une difficulté à accepter le diagnostic qu'on fait du système et de ce qui nous environne. À savoir, ils ne peuvent pas accepter ce paradigme d'un monde plutôt noir avec des gens prêts à tout, même si ça fait du mal aux autres. Et la question qui en est issue de cette réflexion, si elle vous semble juste, c'est comment on sort de ça, et comment on aide les gens à faire le tri dans tout ça, parce que vous disiez qu'on ne peut pas porter la pensée, Monsieur Aberkan, mais on peut toujours tricher sur les données et l'information qu'on donne, ce qui va forcément influencer la pensée. Voilà. Oui, alors Jamel, très intéressant, vous posez la question, c'est vrai, la question en fait de la... l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de béquilles. Est-ce que les gens n'ont pas la tentation de la béquille? Alors oui, ça c'est clair et net. Les gens ont la tentation de la béquille. En fait, la pluralité de pensée nécessite un effort. Et comme je vous le disais dans la précédente émission, le cerveau humain, il aime pas faire des efforts. Donc évidemment, commander le même burger, comparé à la gastronomie, puisqu'on parlait de malbouffe et de malbouffe intellectuelle, et au fond, et merci Jamel pour cette excellente question, c'est ça le sujet. Le prêt-à-penser, le prêt-à-porter, la malbouffe physique, la malbouffe intellectuelle. Dans les pays qui n'ont pas une culture gastronomique, parce qu'après tout, quand on voyage, nous, quand on a grandi en France, ou que même dans les cantines des écoles, on nous expose à plein de spécialités locales, et on a la culture gastronomique s'acquiert très tôt en France, même si on ne peut pas l'acquérir dans sa famille. Mais quand on voyage, on se dit comment ils font pour bouffer la même chose tout le temps dans certains pays. Et on voit que ça ne va pas de soi. Alors, pour faire en sorte qu'il y ait une pluralité d'opinions et pour lutter contre le prêt-à-penser, il y a deux méthodes. Soit on utilise une stratégie pour ça, on dit voilà, on va avoir une stratégie, on aura des médias avec différents points de vue. L'éducation aussi. Voilà, mais exactement. L'éducation, c'est l'autre aspect, qui pour moi relèverait de la culture. Qu'il y a un très grand spécialiste d'économie et d'entreprise qui s'appelle Peter Drucker qui disait la culture, ça mange la stratégie au petit déjeuner. La culture, ça mange la stratégie au petit déjeuner. Et pour une entreprise, par exemple, c'est vrai. C'est une entreprise qui a une culture, elle prendra les bonnes décisions sans avoir besoin de McKinsey. D'ailleurs, il disait ça pour McKinsey, typiquement. Déjà à l'époque, il disait ça en disant écoutez, j'ai pas besoin de McKinsey si j'ai une culture. Un pays qui a une culture de la gastronomie intellectuelle va être protégé du prêt-à-penser. Je dis pas qu'il sera insensible, mais il aura une couche de protection. Mais où s'enseigne, parce qu'on l'a pas, effectivement, là, on l'a pas des implants nourrissons dans le cerveau, où s'enseigne la pensée critique? Alors, où doit être enseignée la pensée critique? Avant, elle n'est pas acquise. Voilà, avant, chez les Grecs, c'était dans le symposium, donc c'était en mangeant. C'est tout bête, mais le repas, c'est social, donc on faisait des repas. C'est un peu une façon normale d'ailleurs de faire un repas. Et on discutait. Voilà, repas plus repas de connaissances. On faisait les deux. Donc on avait un repas et un repas de connaissances. C'est ce qu'ont essayé de copier, entre guillemets, je simplifie, mais c'est ce qu'ont essayé de copier les Arabes en Andalousie. Ils aimaient beaucoup les Grecs, les penseurs grecs, donc ils copiaient ça avec un repas où on servait des fois de l'opium, des trucs comme ça. Bon, ça pouvait durer 3 jours, ça pouvait être avec de la musique et tout. On prenait le temps de discuter, de danser. C'est ça, tout, exactement. Et en fait, ça venait donc du symposium grec, qui lui-même peut-être avait d'autres origines, je connais pas, mais en tout cas mélanger le repas physique et le repas de connaissance, c'est une base culturelle qui est ancienne, parce que l'humain, l'anthropologie, c'est les salons du XVIIIe siècle, à l'ère des Lumières, etc., etc. Exactement, voilà. Et aujourd'hui, alors juste Idriss, pour prolonger la question de Jamel, qui est effectivement assez centrale, est-ce que ça se perd, ça, ou c'est toujours là où ça perdure? Je pense qu'on devrait enseigner les symposia à l'école. Je pense que c'est un truc qu'on devrait faire à l'école. Alors je sais que le moindre modification à l'école, ça passe toujours devant des fourches codines, etc. Mais si on se pose pas la question du caractère politique d'enseigner le symposium à la grecque à l'école, en disant voilà, une fois par semaine au minimum dans les écoles, on va faire un repas de connaissances avec un repas physique. Mais évidemment, est-ce qu'on a encore envie d'enseigner la pluralité de pensée dans les écoles? Ça aussi, c'est une question qui commence à se poser. En tout cas, les Américains disent que, et c'est pas moi qui parle, c'est Elon Musk. Elon Musk en personne dit moi, je ne veux pas mettre mes enfants dans le système de l'État. Bon, c'était en Californie, c'était pas. En Californie. Voilà, c'était différent. C'était déjà la woke et la cancel culture. Oui, voilà. C'est pour ça que c'est pas représentatif. Non, le problème, c'est que si on l'a plus,
cet apprentissage de la liberté de penser et de l'esprit critique, c'est fini, c'est la fin, en tout cas, d'un certain mode de vivre. Mais comme à toute culture va arriver une contre-culture, même si ça disparaissait, on verrait heureusement une génération s'inscrire en faute tôt ou tard et dire nous allons ressusciter ces symposia, etc. Mais donc voilà, pour moi le meilleur, c'est pas avoir une stratégie de pluralité, de diversité d'opinion, c'est d'avoir une culture, parce que la culture est toujours supérieure à la stratégie, et d'avoir une culture de la diversité d'opinion, c'est la meilleure façon de se vacciner contre le prêt-à-penser. On peut être un dernier auditeur, très rapidement, avec Bruno qui nous appelle de Limoges. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Bruno. Oui, bonjour Augustin, bonjour André Berkoff, bonjour à toute l'équipe et à votre invité. Voilà mon point de vue. Pour moi, l'intelligence artificielle ne peut et ne pourra jamais remplacer le cerveau humain. Pourquoi ? Parce que le cerveau s'est créé pendant des millions d'années et indépendamment de notre volonté. Pour créer un cerveau en intelligence artificielle qui pourrait remplacer notre cerveau, on devrait être capable de comprendre le fonctionnement total de notre cerveau. Et là, on est à la première marche. Il y a quelques centaines de milliers de marches à gravir. Pour moi, laissons la nature faire ce que nous, on n'est pas capable de faire. De plus, l'IA n'a pas d'empathie et de cœur. Donc, ce n'est qu'un petit outil de bricoleur du dimanche avec ses dangers nucléaires ou autres. L'IA ne peut pas remplacer le cerveau, car pour créer l'IA, il faut un cerveau. De plus, l'IA n'est qu'une insulte à notre cerveau. C'est la nature qui sera la patronne, et pendant des millénaires et des millénaires, et notre cerveau est plus fiable et plus solide que l'IA. Et je termine. Imaginons, on enlève tous les cerveaux de la planète, eh bien on va droit à la catastrophe. C'est un piège où il ne faut pas s'y engouffrer. Certes. Ouais, ça résume très bien effectivement ce que je pense. D'abord, qu'on soit athée ou pas n'est pas la question. L'humain n'est pas une création humaine. On peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. On peut se dire ou athée ou spiritualiste ou ce que l'on veut. Mais l'humain n'est pas une création humaine, quel que soit notre point de vue là-dessus. Donc oui, notre cerveau, c'est 86 milliards de neurones, encore plus de cellules gliales, des centaines de milliers de milliards de synapses. Et on est très loin d'avoir sans parler je parle même pas des performances énergétiques. C'est-à-dire, en supposant qu'on arrive, parce que notre cerveau, il fait ça avec une ampoule de 100 watts. C'est ça qui est complètement fou. Même pas de 100 watts, plutôt 20 watts. Donc voilà, effectivement, l'IA doit rester au service de l'homme. Si jamais, c'est comme tout, l'humain, dès qu'il crée quelque chose, il a tendance à se mettre au service de ce qu'il a créé, alors que c'est l'humain, et quand il crée des outils, il doit les mettre à son service à lui. Merci Idriss Aberkane. Je rappelle le titre de votre livre, Le triomphe de votre intelligence, pourquoi les humains ne seront jamais remplacés par des machines, aux éditions Robert Laffont. Il est déjà en librairie. Et puis tout de suite, Brigitte Lay va s'axer sur un grand sujet humain, l'addiction, avec Laurent Carella.